Alors, bonjour à toutes et tous et bienvenue à ce troisième entretien de l'IJBA de la semaine. Je vais en rappeler le principe. Donc, les entretiens de l'IJBA, ça fait maintenant à peu près 3-4 ans que ça existe au Festival du film d'histoire. Ce sont des entretiens courts avec des invités du festival qui sont animés par des étudiants de l'IJBA, donc l'école de journalisme de Bordeaux-Aquitaine. Aujourd'hui, on a le plaisir d'avoir avec nous Aurel. Merci beaucoup d'avoir accepté cet entretien. Aurel est là cette semaine, entre autres, pour être dans le jury fiction de la compétition fiction. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à un sujet important, le dessin de presse. Donc, l'entretien s'intitule « Le dessin de presse, exercice à haut risque ». Il y avait normalement un point d'interrogation à la fin de cette phrase. Il a dû s'envoler avec la tempête. En tout cas, je vais laisser la parole à Marius pour cet entretien. Merci à vous. Bonjour. Bonjour. Alors, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle rencontre de l'IJBA. Moi, je m'appelle Marius, je suis étudiant en Master 2 et je suis très content d'être ici aujourd'hui avec vous pour discuter d'un sujet qui me tient à cœur et qui est vraiment important dans le paysage médiatique français aujourd'hui, à savoir le dessin de presse. Alors, le dessin, c'est celui qui fait rire et qui représente parfois une petite pause, une petite respiration dans le flux continu d'informations qu'on peut avoir au quotidien. Mais parce qu'il fait appel aux passions, il est aussi celui qui dérange et qui peut parfois énerver, au point de voir certains individus dépasser le seuil de la raison et se mettre à proférer des menaces, qu'elles soient virtuelles, orales, voire même physiques. Aurel, bonjour. Bonjour. Alors vous faites partie de ceux qui continuent à manier le crayon. Vos dessins publiés dans le Canard enchaîné, Le Monde, Politis et jusqu'à peu... Politis encore, je crois que c'est terminé cet été. Oui, j'ai arrêté Le Monde et Politis en cours d'année là. Ok. Ils sont signés du diminutif de votre prénom, donc Aurel pour Aurélien. Tout à fait. Une constante dès votre jeunesse, lorsque vous avez troqué les scies à bois de la menuiserie familiale pour les crayons à bois. Depuis le début de votre carrière, vous avez sorti de nombreux projets, principalement des BD, mais aussi un film d'animation, dont on parlera tout à l'heure. Et justement, ça amène ma première question. Qu'est-ce que vous trouvez dans la pratique du dessin de presse que vous ne trouvez pas dans vos autres productions ? C'est rigolo parce qu'on pose souvent la question à l'inverse. Qu'est-ce que je trouve dans les autres productions que je ne trouve pas dans le dessin de presse et ce qui fait que je vais faire d'autres choses. Qu'est-ce que je trouve dans le dessin de presse ? Déjà de l'argent. Parce que ni la BD ni le cinéma ne me payent correctement, ne me permettraient de vivre. Donc je trouve mon salaire. Mais ça ne suffit pas. Je trouve quand même plein d'autres choses beaucoup plus pas importantes que le salaire, c'est très important, mais je veux dire qui sont plus constructives et nourrissantes d'un point de vue intellectuel et professionnel et personnel. C'est quand même, enfin moi je suis passionné par l'actualité et la politique, donc déjà c'est travailler sur des sujets qui m'intéressent. Mais j'étais passionné, enfin j'avais envie quand j'étais au lycée de devenir journaliste. Je suis devenu grâce au dessin finalement, enfin même si c'est une forme de journalisme très particulier. Et puis c'est une soupape. Le dessin en lui-même est une soupape quotidienne, psychologique, on va dire. Mais le dessin de presse, ça permet de s'exprimer, de porter une voix, de porter un décalage. Donc non, moi je trouve ça vraiment. C'est un besoin. C'est-à-dire que quand je fais des projets lourds à côté, je suis très content de revenir au dessin de presse. Déjà parce que c'est quelque chose que je sais plutôt bien faire. Je ne sais pas en termes de qualité, mais en termes de quantitativement, et c'est quelque chose qui me demande moins d'efforts. Et c'est un exercice très plaisant. Non, ça m'apporte plein de choses, ça m'équilibre. Justement, dans cette idée d'expression, donc je le disais tout à l'heure, vous bossez pour beaucoup de médias. Mais est-ce j'ai bossé pour beaucoup de médias. Aujourd'hui, je suis plus qu'au Canard enchaîné. Au Canard enchaîné, ok. Mais justement, est-ce qu'on dessine de la même manière pour Le Monde que l'on dessine pour le Canard enchaîné ? C'est pas là où il y a le plus grand écart, mais non, pas exactement de la même manière. Déjà parce que le Canard enchaîné, par exemple, ils sont demandeurs de beaucoup plus de gags sur l'actualité. Ce qui prime, c'est le gag. Donc il faut que ça les fasse rire. Si ça les fait pas rire, ça les intéresse pas. Alors qu'au Monde, c'était quand même plus d'apporter un éclairage un peu différent, un peu décalé sur des sujets parfois un peu abscons ou obscurs. Dans tous les cas, ce qui est commun à tout le dessin de presse, et qui est à mon avis la seule raison d'être du dessin de presse, c'est que c'est une entrée de lecture.
C'est-à-dire c'est une entrée de lecture dans un journal, c'est une entrée de lecture pour un article, pour une page, etc. Et c'est aussi un exutoire pour le lecteur. Ça permet de rigoler de certains sujets. Mais au sein du journal, pour la pratique journalistique, c'est avant tout pour moi une entrée de lecture. Et dans tous les cas, ça l'était, mais de manière différente, plus basée sur le gag et l'humour dans le Canard enchaîné, plus un peu plus journalistique, on va dire, dans Le Monde. Mais il y a eu j'ai fait des grands écarts plus importants en dessinant pour Le Monde et en parallèle en dessinant pour ne serait-ce que Marianne. À l'époque où j'étais aussi à Marianne, on pouvait raconter des choses ou dire des choses un peu plus virulentes, violentes ou grossières dans Marianne que ce qui était possible au Monde. Justement, sur cette frontière-là, par rapport aux lignes éditoriales, quand vous dessinez pour un média, est-ce qu'il y a une certaine forme d'autocensure dans vos idées où vous vous dites ah, ça pour Le Monde, ça passera peut-être pas? Et inversement, est-ce qu'il y a déjà eu des rédactions qui ont refusé vos dessins parce qu'ils considéraient que ça pouvait pas avoir sa place dans leur colonne? Alors, c'est pas du tout contre vous, mais je déteste le terme d'autocensure. Ok. Donc, non, c'est pas personnel, mais c'est vraiment un truc qu'on utilise sans arrêt. Et là, typiquement, c'est pratique parce que c'est un terme que tout le monde comprend, mais c'est pas de l'autocensure, c'est réfléchir à pour qui je fais le dessin et dans quel cadre je fais le dessin. Donc oui, je vais pas dire les patrons sont des enculés dans Le Monde, parce que mon dessin ne passera pas, c'est pas la peine. Je peux le proposer à Politis, ça passera peut-être, encore que c'est homophobe, mais donc non, mais c'est juste ça en fait, c'est juste une question de cadre. Moi, ce qui m'importe, c'est de savoir si je peux porter mes idées, dessiner enfin mes idées. Je suis pas là pour exprimer ma propre idée, mais l'idée que je trouve intéressante de mettre en œuvre, de mettre en avant, est-ce que je peux la dessiner? Ou si oui, ben, je m'adapte à la ligne éditoriale et à la manière dont on peut s'exprimer au sein de ce journal. Ok. Par exemple, même au Canard enchaîné, il y a plein de gros mots dont ils ne veulent pas entendre parler. Qui passe pas. Donc voilà, il suffit de le savoir. Et justement, quand on place le curseur comme ça, quand vous dessinez, vous disiez dans une interview pour le quotidien La Croix, il y a quelques années, vous aviez sorti une phrase de Cabu qui disait qu'un dessin de presse doit venger. Vous aviez rajouté que s'il dérange personne, c'est de la com. Ouais, alors j'avais mixé deux trucs, c'était à la fois Cabu et je sais plus qui c'est qui a dit que le journalisme c'était de sortir des informations qui dérangeaient quelqu'un, sinon ça s'appelait de la communication. C'est un grand journaliste américain dont j'ai oublié le nom. Donc j'avais un peu fait le mix des deux, ou alors c'était dans l'édition de l'article qu'il y avait eu un raccourci de fait, mais je défends toujours ces deux postures-là, même si on m'a fait remarquer il n'y a pas très longtemps que le terme de vengeance, enfin le principe de vengeance n'était pas forcément très louable, mais ce que ça exprime en tout cas, c'est pour moi, un dessin ne doit jamais être du côté du manche. Je pense qu'il y a des dessinateurs qui ne pensent pas pareil, et d'ailleurs ça se voit, mais personnellement, je pense qu'on ne doit jamais être du côté du manche, on doit être du côté... Quand je parle de venger, c'est que nous, on a une parole publique et on a l'immense chance qu'on nous autorise à caricaturer et à dépasser les bornes. Et donc, les bornes dans la limite de la loi, bien évidemment, mais une des choses que je regrette, par exemple, en ayant quitté Le Monde, je l'ai quitté de mon propre chef et je ne suis pas du tout triste de l'avoir quitté, mais une des choses qui était très bien au Monde, c'était que je faisais mes dessins avant que l'article soit écrit. Donc, je discutais avec le journaliste ou la journaliste de ce qu'il était en train d'écrire, de ce qu'il allait écrire, pour faire mon propre dessin. Et dans ces moments-là, il y avait un... c'était pas rare que dans ce que m'explique le rédacteur ou la rédactrice, ils me disent non mais je te donne le contexte, mais ça je peux pas le raconter. Moi, en tant que rédacteur, je ne peux pas écrire ça. Et je disais bah ouais, mais moi je peux le dessiner. Et donc il y avait un jeu comme ça qui était le sous-texte passé dans le dessin. Et ça c'est une chance qu'on a. Et donc utilisons-la. Et en mettant votre mine du côté où ça dérange un petit peu, est-ce que vous trouvez qu'il y a davantage de mécontentement de la part du public qu'il y aurait pu y en avoir quand vous avez commencé à dessiner? Est-ce que vous êtes davantage mis face à des mécontentements? J'ai du mal à le quantifier par rapport à quand j'ai commencé, sans doute oui. Le principal changement par rapport à quand j'ai commencé, qui était quand même pas il y a
10 000 ans, c'est l'arrivée des réseaux sociaux, qui ne sont pas un problème en soi, c'est un outil, mais ça crée comment dire, ça dépend comment c'est manipulé, parce qu'on parle beaucoup des réseaux sociaux, les réseaux sociaux, mais un réseau social sous Elon Musk, c'est pas pareil qu'un réseau social plus bienveillant. Donc c'est un outil qui peut être manipulé et qui de toute façon permet des connexions directes entre le lecteur et celui qui produit. Donc évidemment, ça change un peu les choses, mais est-ce que c'est mal d'être en relation directe avec celui qui lit ce qu'on produit? Non, il faut juste en tenir compte. L'autre truc problématique, c'est potentiellement la diffusion quasiment universelle d'une production qui n'a pas vocation à l'être. Donc moi, ma réponse à ça, ça a été très vite de dire, je ne publie pas tout sur les réseaux sociaux, c'est idiot. C'est-à-dire qu'un dessin ne peut vivre correctement, ça n'exclut pas c'est pas une vaccination absolue contre les problèmes, mais si je publie un dessin sur les réseaux sociaux, j'accepte de me dire qu'il peut être vu par n'importe quel Pékin à l'autre bout du monde qui ne va rien comprendre à ce que j'ai voulu faire. Donc il faut en tenir compte. Et il y a eu un peu, je pense, un aveuglement un peu au début des réseaux sociaux en disant « Ah, c'est une super publicité, une super communication, on va publier, sauf que à qui on montre ça ?» Vous parliez de X justement. Vous êtes plutôt actif quand même sur Twitter. Beaucoup moins. Beaucoup moins qu'avant. Ouais. Ok. Est-ce qu'il n'y a pas quand même une chance d'avoir des dessins qui sont pris en dehors de leur contexte? Si en fait, je publie très très peu de dessins sur X. Je suis présent, je réagis, je publie des. En fait, moi j'avais trouvé très intéressant, c'était je crois Charline Vanhoenacker et Guillaume Meurice qui le présentaient comme ça. Ils disaient que X était un outil de communication, c'est pas un outil de débat. Et en fait, si on le pense comme ça, c'est un outil de communication. J'ai une information à faire passer à mes followers, à mon public. Je publie. J'ai une réaction que je veux montrer, que je veux partager. Je la publie. Mais je ne suis pas là pour faire du débat. On nous explique peut-être que c'est fait pour ça, sauf que c'est totalement biaisé pour ça. Donc, ça ne m'intéresse pas de lancer du débat et de faire du débat sur X. Donc, je publie très peu de dessins. Ou alors je publie des dessins qui sont vraiment gaguesques parce qu'ils ne sont pas passés dans le journal et que j'avais envie de les partager. Ça m'arrive, mais ils sont publiés peu et ils sont choisis. Il y a le Canard qui republie quand même régulièrement. Le Canard en republie quelques-uns, ouais, parmi... ouais. Okay. Mais pareil, je pense qu'ils le font. Enfin, moi, j'ai fait partie des acteurs de l'arrivée, enfin, du fait que le Canard existe vraiment sur les réseaux sociaux, parce que aujourd'hui on est obligé de montrer à un autre public, si on veut faire évoluer le public, on est obligé d'aller là où est le public, et le public il est sur Instagram, il est sur X, même si les questions aujourd'hui se posent plus de savoir si on reste ou pas sur X, mais en tout cas il y a 2-3 ans Twitter c'était quand même un truc fondamental, et ça reste un truc malgré tout fondamental, même si on est dans une période charnière au niveau des journalistes, des militants, des gens impliqués, tout ça. Donc j'ai été acteur pour que le Canard y soit réellement, mais toujours en mettant en garde sur justement qu'est-ce qu'on publie et comment on le publie, parce que c'est pas pareil que de publier des dessins ou des articles, mais dans un journal papier qui est distribué en kiosque ou qui est sur abonnement. C'est pas du tout la même chose. On a parlé brièvement de votre carrière cinématographique. Alors, pour ceux qui ne savent pas, dimanche à 11h15 sera diffusé donc, votre film, Josep, oui. Donc, qui a reçu le César du meilleur film d'animation en 2021. On y découvre le quotidien de Josep Bartoli, qui est un dessinateur espagnol qui a fui en 1939 sous Franco et qui s'est retrouvé dans des camps avec 500 000 réfugiés républicains. Et il a dessiné l'horreur qu'il a pu voir dans ces camps-là. Est-ce que c'est ça qui vous a plu dans le portrait de Josep Bartoli et qui vous a poussé à en faire un film, cette idée de braver la menace pour laisser une trace de l'histoire? Non, enfin c'est vrai qu'on pourrait le penser comme ça. Le déroulé de ce qui a mené au film fait que c'est pas comme ça que ça s'est passé, et ça aurait pas pu être exactement ça. Ça aurait pu l'être, mais ça n'était pas possible dans les conditions dans lesquelles ça s'est fait. Il s'avère que moi j'ai découvert le travail de Josep Bartoli, ses dessins, dont je suis tombé absolument en amour.
de son œuvre, sa façon, son dessin, etc. Et j'aimais déjà beaucoup cette période de l'histoire. Et j'ai découvert à la fois la retirade que je connaissais quasiment pas, enfin la manière dont l'exil s'était passé, etc. Et, euh, et donc j'ai commencé à partir de ces dessins à savoir qui était ce type-là, connaître sa vie. Donc c'est une sorte d'enquête journalistique. Et j'ai accumulé beaucoup d'éléments sur sa vie parce que j'avais accès à sa veuve, son neveu, son homme de confiance, ses archives, tout ce que je voulais, enfin beaucoup de choses. Et je me suis surtout retrouvé, j'avais déjà l'envie de faire un film, mais je me suis surtout retrouvé avec beaucoup trop de matière pour savoir par quel bout le prendre. Donc c'est là que c'est quand on est allé chercher Jean-Louis Milesi, le scénariste, que je lui ai donné tout ce que j'avais accumulé et que lui s'est plongé dedans, qu'il en a sorti une histoire en disant je te propose qu'on parle de son passage dans les camps parce que c'est son lien avec la France, parce que c'est par ces dessins-là que toi tu as croisé son travail. Et voilà, c'était les deux principales raisons qui ont fait qu'on a parlé des camps. Il s'avère que oui, derrière, bah, moi, j'assume totalement et ça me va très bien de parler de ça parce que c'est en effet le dessin comme engagement, témoignage. Mais je pense que par-dessus tout ça, c'est une façon de lire son travail dans les camps. Mon intime conviction, c'est qu'il a fait ça. J'ai jamais connu Joseph. Il est mort, j'avais 15 ans et puis il habitait à New York. Mais mon intime conviction, c'est qu'il a fait ces dessins-là avant tout pour survivre, pour pas devenir fou, pour s'occuper. Sauf qu'il était politisé, dessinateur de presse, donc il n'a pas dessiné n'importe quoi. Il y a plein d'autres dessinateurs qui ont dessiné dans les camps. Il y a au musée de la Jonquère, à la frontière, au Pertus, à la frontière catalane entre la France et l'Espagne, il y a un musée de l'exil. Et c'est un très beau musée de l'exil, je vous invite à y aller. On a l'impression que la Jonquère, il n'y a que des bars, des supermarchés de prostitution et des supermarchés à alcool pas cher, mais il y a un musée de l'exil. Et dans ce musée de l'exil, il y a une salle dédiée aux dessinateurs qui étaient enfermés dans les camps. Il y a du Joseph Bartoli, et vous verrez pourquoi je me suis intéressé à Joseph Bartoli. C'est-à-dire qu'il y a plein d'autres trucs qui sont bien graphiquement, mais bon, c'est joli, quoi. Il y a des trucs qui sont pas très intéressants, mais il y a des trucs jolis. Puis il y a Joseph Bartoli. On parlait de Cabu tout à l'heure brièvement avec la phrase que vous aimez bien reprendre. Le 7 janvier prochain, ça fera 10 ans que l'attaque de Charlie Hebdo a eu lieu. Si je dis pas de bêtises, vous avez remplacé Cabu au Canard après son décès lors de cet événement-là. On peut dire ça comme ça. Comment est-ce qu'on prend la suite après un tel drame? Est-ce qu'on pèse davantage ses mots, son coup de crayon, ou est-ce qu'à l'inverse, on se sent investi d'une mission particulière? Oula, non, surtout pas de mission. Mais ni on pèse ses mots, enfin, on peut. C'est évidemment qu'on ne peut pas ne pas y penser, surtout dans les médias après. Mais franchement, c'est honnêtement une question et un truc au quotidien qui concerne l'ensemble des médias, l'ensemble des Français et l'ensemble des démocraties, plus que juste les dessinateurs. Non, déjà, je n'ai pas pensé mon entrée au Canard, même si les raisons en étaient celles-là, c'est-à-dire que l'assassinat, donc le fait qu'il n'y ait plus Cabu, il leur manquait quelqu'un pour faire un truc très particulier qui est l'illustration d'articles. Donc ils m'ont proposé de les rejoindre pour ça. Mais j'ai pas réfléchi, j'ai pas pensé ça en termes de tiens, je prends la place de Cabu parce que ça aurait été insupportable et insurmontable. Mais après, non, on n'y pense pas au quotidien, heureusement, et non, loin de là. Enfin, c'est pas notre. Il y a tellement de sujets, de toute façon, il y a tellement de sujets que divers et variés. Oui, dans un coin de notre tête, évidemment, on se dit que il y a des gens, quand ils sont très énervés, ils peuvent être très méchants. Mais ça arrive. Enfin, moi, j'ai plein d'anecdotes de gens qui se sont fait emmerder sur des articles qui n'avaient rien à voir avec la religion, par exemple, et qui ont eu un peu les chocottes parce qu'ils étaient face à des gens qui n'étaient pas forcément très gentils, quoi. Donc, si on commence à se poser ce genre de questions, on peut vraiment se limiter dans beaucoup de sujets. Donc, il faut compter quand même sur le fait que ça soit quelque chose de rare, et heureusement. Justement, on a un peu brossé large dans le temps qui nous était imparti, mais avant de passer aux questions du public, je vous propose de poser une dernière question et d'essayer de répondre justement à la thématique
qui était la nôtre aujourd'hui. Est-ce que pour vous, en 2024, le dessin de presse, c'est un exercice à haut risque? Non. Non. Pas plus que d'aller voir un concert de rock. Pas plus que de manger ou de boire un coup en terrasse de café à Paris. Pas plus que de se balader sur la promenade des Anglais, etc. Donc non, enfin, c'est un, il- c'est c'est un métier public avec une parole publique. Donc comme toute parole publique, on est face bah, comme je disais, à des lecteurs qui sont plus ou moins contents. Mais faut le savoir, faut en tenir compte, quoi. D'accord, merci. Merci pour ces questions. Effectivement, bravo pour les questions, elles sont très intéressantes. Pardon, moi j'ai parlé dedans. Vous allez le vous faire micro, engueuler, hein. ce sera mieux. Je voulais savoir deux choses. Alors oui, je voulais vous faire quand même une remarque sur le fait que, à mon avis, le dessin est plus percutant qu'un article. Parce que déjà un article, ça demande un effort de lecture, alors qu'un dessin, ça dit tout en quelques coups de crayon. Ça dit beaucoup de choses. Et donc, n'importe quel analphabète peut comprendre un dessin. Enfin, je suppose. Ou mal le comprendre, hein, c'est ça le problème. Encore plus. Et ma question, c'était de savoir pourquoi vous aviez quitté Le Monde et Politis. Ça n'a rien à voir avec les analphabètes, on est d'accord. C'est deux choses différentes. Moi, un dessin enfin, c'est surtout, c'est complémentaire, ça n'a pas grand-chose à voir un article et un dessin. Un dessin peut être compris par tout le monde, je ne suis pas sûr. Et en plus, je remets vraiment en question le truc de l'universalité supposée du dessin, parce qu'en fait, un dessin, c'est pas universel, il faut avoir les codes pour le comprendre. Donc c'est pour ça que je trouve ça très important que le dessin soit dans un cadre, dans un contexte. D'où le problème de publier trop de dessins sur les réseaux sociaux, par exemple, s'il n'y a plus de cadre, il n'y a plus de contexte. Ensuite, pourquoi j'ai quitté Le Monde et pourquoi j'ai quitté Politis? C'est pour deux raisons différentes. Enfin, il y a plusieurs raisons pour Le Monde. Il y en a une seule pour Politis qui est aussi commune à une de celles pour Le Monde. C'est que je suis... ça fait 10 ans que je travaille, quasiment 10 ans que je travaille au Canard Enchaîné, mais je suis salarié maintenant du Canard Enchaîné, et le contrat au Canard Enchaîné impose l'exclusivité. Donc, je n'avais pas le choix de quitter Politis. Si j'ai quitté Le Monde, c'est parce que c'est une volonté personnelle. C'est parce qu'il y avait cette opportunité-là. Enfin, c'est la poule et l'œuf. Qu'est-ce qui fait que j'ai accepté l'exclusivité? C'est parce que si j'acceptais de quitter Le Monde. Je pense sincèrement qu'au Monde, le dessin est dans une impasse. Et qu'à moyen, enfin, je ne sais pas à quelle échéance, mais il y a de moins en moins de dessins, il y en aura de moins en moins, et voilà. Et qu'ils n'ont pas du tout envie de garder du dessin. Donc, ils vont tout faire pour qu'on parte. Donc, ça leur allait très bien, je pense que je m'en aille. Et puis, en plus, tout ce qui était vraiment très intéressant au Monde diminue. Dans ce que j'expliquais tout à l'heure, la relation avec les rédacteurs et les rédactrices, c'est quelque chose qui a tendance à se réduire, parce que la plupart du temps, quand on nous commandait, je dis nous parce qu'on est deux, enfin on était deux quand j'y étais, maintenant il est seul, Yann Kolkanopa, à avoir ce statut, donc faire des dessins pour le papier. Nous, on ne travaillait que pour le papier, on travaillait pour le papier, nos dessins étaient ensuite repris, parce qu'ils étaient attachés à l'article, et ils étaient repris mécaniquement par les tuyaux du numérique pour être publiés sur le site. Mais jamais nos dessins étaient d'abord commandés pour le site. Alors que maintenant, la grande majorité des papiers du journal papier, des articles du journal papier, sont commandés d'abord pour le site internet. Et donc, c'est si l'article va être publié dans le journal du lendemain, on nous appelle, on nous dit tiens, il faut que tu illustres cet article, mais qui est déjà écrit. Donc en fait, ça devenait quelque chose de beaucoup plus commun et moins intéressant. Donc le fait que ça soit dans une impasse, que ça devienne un peu moins intéressant, et que j'ai l'opportunité d'avoir un contrat assez intéressant au Canard Enchaîné, voilà. La décision a été pas facile à prendre, mais voilà, c'était pas aussi compliqué que ça.
Bon, j'avais la même question pour Politis et Le Monde, donc c'est réglé. Simplement, à la librairie en bas, j'ai pas vu qu'il y avait des livres d'Aurel, de dessins. De dessin de presse, vous voulez dire? Oui, de dessins de presse. Ouais, parce que je pense que vous êtes la seule personne à en chercher. Ça, c'est pas vrai. C'est pas vrai, je conteste. Donc, je voulais savoir si vous ne publiez pas du tout des dessins? Des recueils de dessins de presse? Oui. J'en ai fait, mais c'est ce que pas je vous dis, votre ça se vend pas, donc les éditeurs n'en font plus. Non, c'est vrai, hein, ce que je vous dis, c'est pas une blague. Hein, c'est-à-dire que Plantu. Plantu, c'est Plantu. Il a son fan club. Il a bon. été. Non, mais il a été 40 ans à la une du Monde. URBS, qui est Sud-Ouest, tous les ans au Sud-Ouest. Oui, mais URBS, il publie ses dessins. Enfin, c'est Sud-Ouest qui lui publie ses dessins. C'est Sud-Ouest, que lui, il s'en fout aussi. Voilà. Ouais, ça lui appartient, je sais pas, mais il publie ses dessins. Enfin, c'est Sud-Ouest qui doit savoir qu'il y a un lectorat suffisamment captif pour. Mais un éditeur national aller publier des. Enfin, voilà, je l'ai fait. Je l'ai fait chez Glénat, j'en ai fait 3 il y a plusieurs années. Ça se vend pas si mal que ça, hein, mais les éditeurs, ça les intéresse pas plus que ça. Et. En fait, c'est quand même assez compliqué. C'est vrai que c'est pas le format idéal pour le dessin de presse, puisque c'est très éphémère un dessin de presse. C'est très vite caduc. Donc, tous moi dans les 3 recueils que j'ai fait chez Glénat, j'ai demandé à chaque fois à un ami journaliste qui s'appelle Renaud Dely, dans les 2 premiers en tout cas, je sais plus dans le 3e, de faire des textes. J'avais réuni mes dessins par grands chapitres et donc il faisait des textes introductifs qui permettaient de rappeler un peu les événements de l'année qui allaient être déroulés en dessin par la suite. Et puis dans le dernier, ce que j'ai fait, c'est que, je sais plus si c'était le dernier où j'ai fait ça, bon, peu importe, j'ai demandé à des politiques de réagir aux dessins. Donc j'ai envoyé des dessins à des hommes et des femmes politiques et je leur ai demandé de réagir. Donc il y en avait de tous les bords, enfin à part l'extrême droite. Mais j'avais quand même, comment il s'appelle lui, l'ancien ministre de Sarkozy, celui qui avait dit les Arabes, quand il y en a un ça va, c'est quand il y en a plusieurs que ça pose problème. Pardon? Hortefeux, voilà. J'avais quand même un texte d'Hortefeux dans mon livre. Mais c'était ça qui était rigolo, c'était d'avoir vraiment des gens. Alors dans ce cas-là, ces gens-là font un truc totalement langue de bois. Parce que le dessin c'est génial, etc. Mais c'est rigolo. C'est dommage parce qu'on aurait pu avoir aux dessins qui ont été refusés par les différents journaux, comme fait Plantu, ce qui s'appelle les dessins non publiés, quelque chose comme ça. Bon, voilà, ça aurait été possible aussi. Qu'Aurel s'exprime. Non, moi, j'ai rien contre, hein, mais le problème c'est que les éditeurs, ça les intéresse pas. C'est des dessins non publiés, j'en ai plus que des dessins publiés. Hein. C'est le principe. C'est ce qu'on réalise pas la plupart du temps, qu'on ne réalise pas pour un dessinateur de presse. Le quotidien d'un dessinateur de presse, c'est de se faire refuser des dessins. La partie des dessins publiés, elle est infime. Et c'est pas forcément les meilleurs. Hein, si on nous demandait notre sentiment, c'est pas forcément les meilleurs, mais on est bien obligé d'assumer. Le fait que soit on trouve d'autres solutions pour les publier, soit on accepte le fait que c'est pour ça que quand on vient nous parler d'autocensure ou c'est pas nous qui choisissons les dessins qui passent en fait. Alors on les fait, mais si on vient me dire t'as pas parlé de ce thème-là, je fais t'en sais rien en fait. Sur les 10 dessins que j'ai proposés, dans les 8 qui sont passés à la poubelle, bien sûr que j'ai traité ce sujet-là, mais mon rédacteur en chef n'a pas choisi que je traite ce dessin-là pour des raisons qui lui appartiennent, qui sont parfois très, très bonnes. Mais donc, on n'est pas maître de ce qui est publié. On est maître de ce qu'on dessine, mais pas de ce qui est publié. Alors, on prend une dernière question et après le temps est écoulé. Je suis désolée. Merci. Ça tombe bien, je vais peut-être conclure quelque part. Je suis très, très content de rencontrer Aurel. Pourquoi ? Si. Tout à l'heure, notre animateur a dit... il a parlé de réaction des gens qui étaient caricaturés. Eh bien, j'en suis un. Voilà. Alors, vous ne me connaissez pas, et pourtant, vous m'avez représenté de très nombreuses fois. Vous représentez, en effet, le caricature du patron.
Alors, Bah oui. voilà, alors, grand, jeune, mince et chevelu. C'est moi. Et je m'y suis bien reconnu. Pas vraiment, mais je n'ai pas du tout une réaction négative. J'ai utilisé ces caricatures, car il y en a plusieurs. Et pourquoi? Dans mes courriers, pour illustrer ma carte de visite, pour envoyer des messages. Je vais vous demander des droits d'auteur. Hein. Oh oui, mais j'en étais sûr. On en parlerait. Et puis aussi, dans le cadre familial ou amical, pour envoyer un souvenir d'anniversaire, souhaiter un bon anniversaire. Et j'ai porté mes preuves. Non, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose. Hein. Je vous reconnais. Hein. Je vous reconnais. Ouais, je vous reconnais. Ouais, tout à fait. C'est ma formule, j'ai quelques jeunes formules. On fait comme ça, et ça fait 25 ans que je le dis. Ah ouais, c'est un autre, c'est pas celui-là. Est-ce que vous êtes patron dans la vraie vie ou pas? J'étais 31 ans proviseur. Ouais, c'est une sorte de patronat. Ah oui, c'est une sorte de patron, oui. Ouais, c'est très dur comme patron. Non, mais c'est vrai que, en fait, vous savez quoi, le secret de non, c'est vrai, c'est flagrant. Le secret de beaucoup de ces trucs-là, c'est que je déteste dessiner les cheveux. Donc les chauves en prennent plus pour leur grade que les autres. C'est très très chiant à dessiner les cheveux. Je ne veux plus me coiffer. On fait comme ça, vous voyez. Voilà. Festina Linté aussi, que j'utilisais fréquemment. Vous voyez, pour souhaiter l'anniversaire à une de mes belles-filles. Très bien. Mais vous les recolorisez aussi un peu, non? Et je les retravaille. Ah oui, je vois. Ouais. On fait comme ça. Et en plus ma carte de visite. Ah ouais, je suis ravi de votre grand humour. On fait comme ça. La carte de visite. C'est écrit, bien sûr, ma formule magique. Dans un des films qui est en compétition, qui s'appelle Marco, dans le film fiction, il y a un moment où Javier Cercas, qui est romancier, il y a des images d'archives qui montrent un festival du livre où Javier Cercas est invité et voit débarquer et l'interrompre le héros de son livre. Donc en fait, ça me fait un peu penser à cette scène-là. Je vous en remercie. Et merci à Aurel, quand même. Ah, merci beaucoup. Merci à Aurel. Et je l'ai détourné parfois Alors. avec une statue à tête, ou bien alors... Il faut que vous fassiez une exposition de tout ça. Ouais, c'est ça. Demandez au cinéma. C'est ce qu'on va faire. La tête est d'Aurel, le corps est d'Hergé, et moi, je suis l'image de tout cela. Bon, merci Bravo, beaucoup. en tout On va s'arrêter là. Je vous propose qu'on laisse vos dessins sur la table quelques instants. Et je vous remercie beaucoup à tous les deux pour cet entretien. Merci à vous. Bonne journée. Merci Marius. Et merci à Aurel, je vous donne ça pour vous quand même. Hein. Prenez-en un, celui-là, n'importe lequel, choisissez. Celui-là, c'est mon classique. Allez, si vous voulez ma carte de visite, je vous l'offre. Voilà, et prenez en partant celui que vous voulez. Oui, non, mais je voudrais pas une vous prenez aussi en photo avec en train de serrer la main d'Aurel. Oui, je vous donne ma carte pour m'envoyer la photo. Oui, avec plaisir. Pardon, excusez-moi. Il faut que je passe. Hein? Oh, allez, tant qu'on y est. Il y en a qui ont été publiés. Il y en a plusieurs qui ont été publiés dans Politis. Ah, d'accord. Et comment vous avez comme par exemple, je vois actuellement les humoristes qui sont très... Donc ce soir, parce que c'est plus parce que je n'ai pas internet directement ici. C'est formidable. J'ai mis la couleur parce que... Bah oui. J'ai mis l'autre. Pardon. C'est juste ce moment pour essayer de... Elles sont en vente.
Ben, normalement, c'est pas pour nous, mais en fait, moi je vais demander l'autorisation. C'est RTI, ça. Je serai là normalement. C'est à la projection de dimanche, je serai pas là. Non, c'est bien sûr. Non, je suis juste en train de. Généralement, c'est les prendre. Absolument. Oui, oui. C'est vraiment la photo officielle. Hein. Merci. Oui. Regardez un peu, pas du tout. On fera sur un dessin refusé. Ah oui, je garde. Regardez tout. Je viens de faire donc les archives. Mon dernier poste, c'est Poitiers. Ah oui. J'étais à Orange dans la Manche. Et j'ai été principal collège dans les Ah d'accord. Canard. Ah oui, c'est-à-dire que moi, par exemple, j'ai dessiné comme des histoires. Et à partir du moment où je suis contractualisé, le salarié, parce qu'on met des pigistes. Ah, parce que Camus n'était pas salarié. Je pense pas, ou alors il avait négocié, mais ça peut. C'est-à-dire que moi, si maintenant j'ai une proposition de travail dans Non, mais c'était rigolo. Ça. si en gros, c'est le fait tourant et d'essayer pour l'équipe. Mais c'est tellement différent que. D'accord, oui. On aurait aimé l'avoir comme proviseur. Ah ben j'en rêve quand j'ai Là, moi, j'ai des gros. Puis ça faisait partie d'une négociation. Oui, bien sûr, oui, mais je. C'est pour ça. Ce monsieur caricature. Numéro 00. J'espère pas de pouvoir y retourner. Est-ce que vous avez le droit de publier des livres? Oui. Ça, c'est pas On va dire que les proviseurs, ils n'ont pas toujours bonne presse. Oui, parce que si un jour un éditeur dit je vais gagner des indices, rien n'est approuvé. Non, c'est pareil, chez les éditeurs de monde, il y a rien. Non, sur lequel la Monsieur le proviseur, est-ce que vous avez une fille? C'est pareil. Ah, non, parce que le proviseur Cabu, c'était la fille du proviseur. Catherine? Ah oui. Super. Ah bon? Parce qu'il a sa femme, c'est plus parce que. Non, mais C'est parfait. honnêtement. Merci pour votre intervention. Non, magnifique. Non, mais en plus, c'est des gens d'une génération. Mais c'est bien. Le lectorat est habitué à ça. Oui. Les gens changent. Les gens ne peuvent plus acheter des livres. Enfin, les nouvelles générations ne peuvent plus acheter des livres de revues de cette presse. Si, les anciens comme nous. C'est une question de génération. Vraiment. Bon, très bien. Merci. Merci. Ah, pardon. Il y en a plusieurs qui étaient dans Politis, que je reconnais. Ah oui, non, mais, Ah oui. mais j'ai pas fait tous, là, j'en ai plein d'autres. Ah oui? C'est que j'ai préparé ça cette semaine, et là, j'en ai pris quelques-uns au hasard. D'accord. Hein, Vous mais ah, voyez, vous les avez... ah, mais vous avez pris en photo, oui, d'accord. Ok. J'ai beaucoup aimé l'humour de votre intervention, mais je veux juste me permettre de vous dire que je trouve que réduire la fonction de proviseur au terme de patron me paraît quand même un peu une perversion contemporaine. J'ose espérer La caricature, c'est aussi que vous dans n'étiez l'humour. pas... Voilà, non mais... Moi, j'ai toujours fonctionné avec justement l'utilisation de l'humour comme arme. Sans quoi vous passez votre temps à faire des conflits. Vous avez raison, je suis tout à fait Alors, dans la formation des jeunes enseignants, je leur disais aussi, il faut savoir ne pas tout entendre. Et deux, quand on entend, il faut désamorcer